Merci beaucoup. Merci à vous toutes et toutes de rester bien tard aujourd'hui. Ça nous fait toujours plaisir de voir votre fidélité et votre présence. Nous allons donc évoquer quelques aspects de la ventilation du patient obèse. Bon, je remercie... non, je ne dois pas se la dire, excusez-moi. Voilà, je remercie Mme Mestré qui m'a déjà largement décanté le problème de l'introduction. Donc pour rappeler évidemment d'une façon simple que le patient est en général défini par son body mass index avec la gradation que vous connaissez et la notion de surpoids à partir de 25, d'obésité à 30, d'obésité morbide à 40, et puis il y a des termes variables d'un travail à l'autre ou d'un auteur à l'autre. Ça passait bien tout à l'heure. Hop là. Voilà, il n'y a pas que le body mass index en fait qui joue, il y a plusieurs éléments. Puisqu'on parle de ventilation, il faut quand même parler aussi de la répartition de la graisse. Et je ne vais pas faire un grand cours là-dessus, bien sûr, mais vous savez qu'on distingue l'obésité gynoïde de l'obésité androïde. C'est un peu schématique, bien sûr, mais on peut aussi comprendre assez aisément que la répercussion pulmonaire de l'obésité est évidemment plus marquée dans le type androïde que dans le type gynoïde. Et dans le type androïde, il faudra encore faire la différence entre l'obésité abdominale pariétale ou l'obésité intra-abdominale viscérale. On n'ira pas jusque-là, bien sûr. Mais en fait, il y a quand même un problème de gradation, entre guillemets, dans la difficulté ventilatoire. Je vais finir par y arriver. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure. Le problème de l'obésité, sa prévalence va en augmentant. Ici, c'est une étude simplement soins intensifs, donc c'est un public ou une cible assez particulière. Et vous voyez en fait que nous n'avons que 42% de patients qui ont un poids normal. Donc ça veut dire que nous avons quasi 50% de gens qui sont soit en surpoids, soit obèses. Donc c'est dire qu'en fait, c'est un problème qui va se présenter de plus en plus fréquemment chez nous. Bien sûr, on n'invente rien de nouveau puisqu'on en a déjà parlé. C'est le problème, bien sûr, de la distribution de cette obésité en fonction des pays. Et vous voyez en fait ici que c'est, comme par hasard, l'Amérique, donc l'Amérique du Nord, qui remporte la palme de la plus grande prévalence d'obésité morbide ou d'obésité. En ce qui concerne l'Europe, vous voyez que donc ici nous avons donc les patients en sous-poids, les patients normaux, les patients en surpoids, obésité morbide. Vous voyez quand même en Belgique, on est quand même aussi, on retrouve des chiffres de l'ordre pratiquement de 50% de patients soit en surpoids, soit obèses, soit évidemment obèses morbides. Donc sur le plan épidémiologique, ça nous concerne directement. Autre chose, c'est la cinétique. Au cours des années, vous voyez en fait au-dessus à gauche les hommes, si mes souvenirs sont bons, en dessous à droite les dames. C'est une étude qui concerne 960 pays. Et vous voyez en fait que là, au fil des années, le body mass index moyen augmente, d'une part de 0,4 kg par mètre carré par décade, comme vous voyez au-dessus à gauche, et d'autre part de 0,5 kg par mètre carré par décade. Donc ça veut dire le problème existe et il va encore s'aggraver probablement, en tout cas en termes de prévalence. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est quand même assez extraordinaire, qui a été bien mis en évidence dans les services de soins intensifs, c'est qu'on va aujourd'hui, maintenant, là, on n'a pas encore dit, presque pas dit jusqu'à présent, c'est qu'en fait, c'est que l'obésité, le surpoids et l'obésité sont des facteurs protecteurs en ce qui concerne la mortalité en soins intensifs. C'est très étonnant. Vous voyez ici la mortalité relative, vous voyez ici l'évolution du body mass index, et vous voyez en fait que par rapport donc au chiffre 1 de référence, et bien vous voyez qu'en fait que les patients, soit en surpoids, soit en obésité, n'ont pas une mortalité supérieure aux patients normaux, ils ont une mortalité inférieure.
qu'on ne retrouve plus en cas d'obésité morbide. C'est une surprise. Les chiffres, bon, on les a fait dans des études observationnelles à longue échelle, qui surprennent un peu, bien sûr, qui sont confirmées ici par une méta-analyse, qui compare la mortalité chez les obèses par rapport aux non-obèses. Et vous voyez que dans la méta-analyse ici, le petit losange va en faveur des patients obèses ou en surpoids. Et donc, en termes de mortalité, vous voyez que nous avons un risque relatif de 0,86 et ce chiffre est largement significatif. Donc, c'est un petit peu le paradoxe en ce qui concerne en tout cas la mortalité. Je ne parle pas de la morbidité. Alors, comment expliquer cela? Je pense qu'actuellement, on ne peut pas l'expliquer de façon formelle. On pense quand même qu'il pourrait avoir un effet potentiel hormonal, notamment à partir des adipokines libérées par le tissu graisseux, qui pourrait probablement avoir des effets anti-inflammatoires et diminuer justement ce phénomène d'inflammation anarchique qu'on voit souvent apparaître en réanimation, et qui se manifeste sous forme d'ARDS ou sous forme d'insuffisance multi-organique. C'est une possibilité, c'est la plus souvent évoquée. D'autres disent, en fait, ces patients, ils sont obèses, ils sont difficiles à soigner, à manipuler, et peut-être que chez eux, on apporte encore plus de précautions, plus de soins que chez les autres patients. C'est un biais possible qui n'est évidemment absolument pas prouvé. Enfin, ça vaut la peine de signaler cette espèce de paradoxe. Alors, qui est le problème des comorbidités? Nous, on va évidemment surtout s'arrêter sur le système respiratoire. Donc, la réduction des volumes, ça j'y viens parce que c'est vraiment fondamental. C'est le point essentiel. Et de la compliance du système thoraco-pulmonaire. Ça, on laissera partir sur le côté parce qu'on ne va pas aller trop loin en physiologie. Le travail respiratoire est augmenté chez le patient obèse et bien sûr les apnées du sommeil, etc. Vous connaissez ça maintenant très bien puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors voilà la diapositive que je pense importante. Dans votre voiture, vous avez un réservoir à essence qui vous permet de faire un petit peu de kilomètres. Mais dans votre poumon, vous avez une capacité résiduelle fonctionnelle qui est en fait ici. Donc voilà votre volume courant. Vous savez que vous pouvez provoquer une inspiration profonde, plus haute donc que le volume courant. Vous savez provoquer une expiration profonde qui va plus bas que la situation habituelle, jusqu'au niveau du volume résiduel, vous ne savez pas aller plus bas. La somme du volume de résiduel et du volume de réserve expiratoire, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. C'est un peu notre réservoir à air ou à oxygène que l'on a dans notre système pulmonaire et qui va pouvoir nous protéger et assurer encore des échanges gazeux pendant du moins un certain temps lorsque, par exemple, on va mettre le patient en apnée. Une capacité résiduelle fonctionnelle normale chez un individu jeune non obèse, c'est 3 litres. 3 litres, ce qui fait quand même déjà pratiquement 600 millilitres d'oxygène, ce qui donne au moins 2 minutes d'apnée non hypoxique. Alors regardez, c'est facile à comprendre évidemment, la capacité résiduelle fonctionnelle dépend d'une chose importante, c'est la position. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui en a parlé, de l'importance de la position du patient, parce qu'en fait le décubitus dorsal va en fait aggraver considérablement la chute de capacité résiduelle fonctionnelle pour des problèmes hydrauliques tout simples, des problèmes de masse tout simple évidemment, c'est que la poussée de la pression abdominale, voire même la poussée de la cage thoracique, va réduire le volume pulmonaire et notamment la capacité résiduelle fonctionnelle. Voilà en fait ce qui se passe un peu schématiquement chez le patient couché sur le dos. En fait, vous avez ici le patient qui est vu de profil, la tête est là, le diaphragme est là. En fait, on imagine aisément que rien que par la position, ces phénomènes de pression qui agissent sur le poumon sont présents. Évidemment, si vous avez un patient obèse avec une cage thoracique très lourde, très infiltrée de graisse, souvent une cardiomégalie qui joue beaucoup, la cardiomégalie dans la compression pulmonaire, vous avez un abdomen volumineux qui aussi exerce une poussée énorme. Vous voyez tout de suite qu'en fait que le poumon est soumis comme ça à des pressions extérieures.
enfin des pressions internes, plus exactement soit verticales, soit horizontales, qui vont en fait réduire son volume et aller même au-delà de la simple réduction de volume, carrément atélectasier une partie du poumon, toujours bien sûr dans les régions déclives ou dorsales si vous préférez. Et donc ce phénomène est très important et d'autant plus important que le patient est obèse. Vous voyez ici l'évolution de la capacité résiduelle fonctionnelle, exprimée en pourcentage du prédit, donc chez les patients de 20-25 de BMI, vous voyez, on est plus ou moins à 100%, et vous voyez la réduction progressive de la capacité résiduelle fonctionnelle lorsque le BMI augmente progressivement, et à plus de 40% de BMI, à 40 de BMI, pardon, ben la capacité résiduelle fonctionnelle est réduite pratiquement à 60%. Une autre façon de le présenter, vous voyez le volume pulmonaire, nous respirons là, réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle. Le malade va respirer donc à des niveaux pulmonaires de plus en plus bas, exemple du patient obèse bien sûr, et comme il respire dans des niveaux de volume de plus en plus bas, il risque de plus en plus de fermer itérativement son poumon et d'avoir une ouverture, fermeture alvéolaire, une instabilité alvéolaire, voire même un trapping. Donc il va considérablement évidemment altérer les échanges gazeux. De la capacité résiduelle fonctionnelle en fonction du body mass index, vous voyez que c'est une diminution qui est quand même extrêmement importante dès qu'on passe au-dessus de 30 et a fortiori au-dessus de 40 de BMI. Alors oui, le poumon, peut-être à part quelques comorbidités, mais le poumon en fait intrinsèquement est normal, mais si vous le comparez au poumon en conditions de non-obésité, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème manifeste en termes de volume pulmonaire global, de capacité résiduelle fonctionnelle également. Donc finalement, plus on est gros, plus on a des petits poumons. Plus on est grand, plus on a des grands poumons. C'est une idée qui paraît peut-être maintenant tout à fait bien acquise, mais jusqu'il y a tellement peu de temps, on avait le réflexe de considérer qu'un patient obèse devait être ventilé avec des volumes pulmonaires plus importants à cause de son obésité, alors que c'est l'inverse, nous y arrivons. Voici un scanner de patient éveillé qui subit l'induction d'une anesthésie générale et d'une paralysie. Il est couché, on l'endort, le diaphragme se relaxe, remonte vers la direction céphalique, réduit le volume pulmonaire, et vous voyez en fait qu'après quelques minutes après une induction d'une anesthésie générale, en fait un patient normal, pour une intervention banale sous anesthésie générale, développe des atélectasies basales, pas très importantes, mais développe des atélectasies basales. Comparé aux patients obèses, vous voyez ici que la surface de cette atélectasie est beaucoup plus importante chez ce patient obèse anesthésié. Voici encore un exemple, donc avant induction, après extubation et 24 heures plus tard, patient obèse au-dessus, non obèse en dessous. Vous voyez qu'après l'induction d'anesthésie, il y a des atélectasies, et ces atélectasies sont plus tenaces en post-opératoire, et 24 heures après, le patient a toujours des atélectasies basales. C'est évidemment le siège même de la possibilité d'une complication pulmonaire. Chez le patient normal, non obèse, il y a un tout petit peu finalement des atélectasies déclives ou postérieures, et 24 heures plus tard, ces atélectasies sont disparues. Bon, pour le système respiratoire, on va retenir quoi? C'est que en fait, le poumon subit des poussées multiples. Ces poussées proviennent du poids de la paroi thoracique, du poids du médiastin et de la poussée abdominale. Ces forces sont une entrave à l'inspiration, que ce soit l'inspiration spontanée ou l'inspiration que vous allez provoquer avec le respirateur ou le ballon. Donc, puisqu'il faut plus de pression pour obtenir le même volume, on a défini évidemment par là même le fait qu'il y a une diminution de compliance. Vous voyez d'ailleurs encore une fois le même type de schéma, le body mass index qui augmente, la compliance du système thoraco-pulmonaire qui diminue. Donc plus le patient est obèse, plus la pression nécessaire pour obtenir le même volume va augmenter. Réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle, donc ça veut dire réduction de la réserve en oxygène. On prend essentiellement l'exemple du patient qui est en apnée.
pour une raison quelconque, celle que vous connaissez le mieux, c'est suite à l'injection d'un médicament pour endormir le malade, quand on va l'intuber, par exemple. Et donc, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle qui va définir la réserve en oxygène. Et vous savez comme moi que ce que l'on fait avant d'intuber un malade, on le met à l'oxygène pur, ou le plus pur possible, pour dénitrogéner la capacité résiduelle fonctionnelle, puisque évidemment cette capacité résiduelle fonctionnelle en temps normal est composée de 70% d'azote et de 80% d'azote et de 20-21% d'oxygène. Donc le fait de faire respirer de l'oxygène pur va dénitrogéner la capacité résiduelle fonctionnelle, et votre capacité résiduelle fonctionnelle devient en litres de l'oxygène. Et évidemment, donc, il y a l'aspect volume, l'aspect FiO2, et plus vous aurez oxygéné ou dénitrogéné et préservé votre capacité résiduelle fonctionnelle, plus le temps d'apnée non hypoxique sera long. En d'autres mots, plus vous aurez le temps, entre guillemets, d'intuber le malade sans trop vous stresser. Donc la tendance aux étalactasies, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, mais ceci a été discuté tout à l'heure en détail, je pense que je n'ai pas à y revenir. Alors, obésité morbide, quels sont les chiffres en termes de ventilation et d'intubation difficile? Bon, ces chiffres ici paraissent assez optimistes quand même. Je m'attendais peut-être à trouver des chiffres un peu plus élevés que 11 ou 13%. Il faut cependant dire que la plupart de ces études sont faites en salle d'op pour des patients qui subissent de la laparoscopie ou qui bénéficient de la laparoscopie. Et ces études sont évaluées par des anesthésistes qui sont quand même plus qu'habitués à l'intubation endotrachéale. Comment prévoir la difficulté d'intubation? Il y a évidemment la classification de malampathie. On sait que, bon, elle parle d'elle-même, hein, voyez, on fait ouvrir la bouche au patient, et donc l'intubation sera d'autant plus difficile que l'on va de la gauche vers la droite, mais ici, dans la pratique des urgences, vous n'avez évidemment pas l'occasion de faire un test de malampathie avant d'intuber un malade qui est très très malade chez lui ou au bord de la route. Ça, c'est la chance de l'anesthésiste en préopératoire qui peut faire le test et prévoir l'intubation difficile. Par contre, vous allez la constater après avoir mis le laryngoscope. Vous allez constater votre problème votre problème d'intubation, soit avec une visualisation totale, hein, la trachée, la lumière trachéale, les aryténoïdes, l'épiglotte, vous voyez tout, et vous voyez une gradation progressive de difficulté jusqu'au moment où vous ne voyez plus rien du tout. Généralement, quand même, le plus dur, c'est celui-là où on ne voit que l'épiglotte. En fait, le noir ici, c'est une zone de pénombre pour vous, ce n'est pas la lumière trachéale, mais vous ne voyez que l'épiglotte, et vous devez essayer d'intuber le patient sans voir la lumière trachéale. Les facteurs associés à une ventilation, à une intubation difficile, c'est évidemment le BMI. Assez étonnamment, quand même, le BMI supérieur à 50. Donc, dans le BMI entre 30 et 50 n'est pas associé à une intubation difficile. C'est aussi quelque chose qu'il faut un peu relativer. Patient obèse, patient difficile à intuber, ce n'est pas tout à fait vrai. Patient très obèse, certainement. Par contre, le tour de cou est assez strictement associé à la difficulté d'intubation. Là aussi, vous n'avez pas à mesurer le cou du malade avant l'intuber, bien sûr. Ce sont des données statistiques qui nous aident à comprendre la situation. Vous voyez ici, en fait, le patient, en fonction de son circonférence de cou. Et vous voyez ici, patient à 40 environ, ou un peu plus au-dessus de 40, on voit tout. Et puis, un peu aléatoirement, chez ces malades-là, on peut ne voir que les aryténoïdes, donc être dans une de ces deux situations-ci. Par contre, au-dessus de 45-50, ça commence à devenir compliqué puisqu'on ne voit plus que l'épiglotte. C'est la même diapositive, je vais la passer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit en chiffres? Bien, l'intubation est difficile. Si la circonférence de cou est supérieure à 42 cm, eh bien, en fait, l'odds ratio, donc le risque d'avoir une intubation difficile est 5 fois plus important que pour l'ensemble de la population. Et pour le body mass index supérieur à 50, c'est également un odds ratio de 5, c'est-à-dire une intubation qui a 5 fois plus de chances d'être difficile. Donc la situation de l'intubation endotrachéale est doublement compliquée. La durée d'apnée non hypoxique est réduite en raison de la diminution de la CRF,
qui n'est plus qu'à 1 litre, même 900 cc, 800 cc, 700 cc. Et le risque d'une longue durée d'apnée hypoxique est augmenté en raison d'une intubation peut-être difficile. Donc c'est deux éléments qui vont s'auto-entretenir et qui peuvent évidemment aggraver la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors que doit-on faire? Je suis désolé, c'est la 3e fois que vous voyez la photo aujourd'hui. Je pensais que les autres ne l'avaient pas prise. Donc, si vous aviez un réservoir expansif, je vous dirais augmenter le réservoir. Vous pouvez le faire. La CRF est effondrée. D'abord, réfléchir, comment puis-je augmenter ma CRF indépendamment de sa composition? Eh bien, effectivement, c'est d'avoir une position relevée, semi-assise, assise, rame, appelez-la comme vous voulez, de façon à diminuer au maximum la poussée abdominale sur les structures postérieures et inférieures des poumons. Et la deuxième chose qui est évidemment fort intéressante en pratique, c'est qu'on peut augmenter la CRF par l'application d'une pression positive expiratoire. C'est d'ailleurs le principe même d'action de la PIP ou de la CPAP, comme on l'appelle. Donc vous protégez votre CRF, vous dénitrogénez la CRF en administrant une FiO2 de 100% pendant plusieurs minutes, pour bien faire en ventilation spontanée quand c'est possible. Encore une fois, dans les situations d'urgence, ce n'est pas toujours possible. Et avant de vous lancer dans la manœuvre d'intubation, avant de vous lancer dans la manœuvre d'injection de différents produits, et si la condition du patient le permet, vous testez la ventilation au masque sur un malade en spontané, et de ce fait, vous pourrez comprendre et évaluer si oui ou non ce patient est ventilable. Il faut, avant d'injecter ces produits hors vraiment intubation super urgente, avant d'injecter le produit sédatif et surtout curarisant, il faut au moins que le malade soit ventilable. Parce que si le malade n'est pas ventilable et n'est pas intubable et que vous avez déjà injecté le sédatif et le curarisant, vous courez évidemment à la catastrophe. Donc, en anesthésie, évidemment, on a du beau matos pour ce Trope Elevation Pillow, pour avoir à la fois un malade qui est en position légèrement relevée. Et alors, la position de la tête est très importante. Vous voyez, en fait, le repère qu'on prend, en fait, c'est, vous voyez, le canal auditif externe, la sortie, doivent se trouver à la même hauteur que la fourchette sternale. Donc, il faut relever le malade, le remettre un peu en extension du cou et puis réavancer la tête. C'est la fameuse position du sniffing dog, donc du chien de chasse en arrêt que vous voyez là. Maintenant, on n'a pas le beau matériel dans les interventions extérieures. Vous pouvez utiliser des choses toutes simples, comme vous le voyez, avec des couvertures, enfin, ou des choses diverses. Vous voyez qu'en fait, on met des couvertures pour assurer un certain ramping, pour assurer une certaine élévation de la tête, de façon à ce qu'il y ait donc cet axe horizontal commun entre le conduit auditif externe et le sternum. Encore une fois, en anesthésie, on est très 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 gâté, puisqu'on peut évidemment se permettre de positionner le patient de façon très spécifique. Encore une fois, en pratique de tous les jours, au bord de la route ou dans la maison du patient, ce sera plutôt avec les petits moyens qu'on travaillera. Donc, position dite ramping, c'est une position qui, maintient les voies aériennes ouvertes, puisqu'elle diminue évidemment le risque de bascule de la langue au niveau des voies aériennes, elle diminue le risque de régurgitation puisque le patient est en position relevée, elle facilite la visualisation pendant l'intubation et elle protège la CRF. La ventilation spontanée est intéressante. Si la patiente doit être intubée mais respire, laissons-la respirer, assistons-la peut-être, donnons-lui de l'oxygène pur, mais si on peut éventuellement éviter la ventilation au masque, c'est tout aussi bien, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme d'un testing de ventilation pour voir si le patient est ventilable. Enfin, les supports de la ventilation spontanée sont les bienvenus, mais ne sont pas toujours accessibles, évidemment, en médecine préhospitalière. L'oxygène, oui, évidemment, mais le problème de la CPAP et de la VNI n'est pas toujours abordé, évidemment, en préhospitalier. Vous voyez ici, en fait, l'effet de la position sur la tolérance d'apnée. Vous voyez un malade assis, un malade couché, obèse. Vous voyez tout de suite que si vous asseyez le malade et que vous le préoxygénez, votre temps d'apnée non hypoxique est de l'ordre de 210 secondes,
alors que s'il est en position couchée, le temps d'apnée hypoxique est de l'ordre de 150 secondes. Donc vous avez gagné significativement du temps pour intuber le patient. Même chose en ce qui concerne la PIP. Vous voyez ici le groupe contrôle en gris et le groupe PIP en noir. Vous voyez le petit schéma de gauche ici, que la durée de l'apnée non hypoxique est nettement augmentée si vous appliquez une pipe de 5 à 10 cm d'eau avant d'intuber le malade. Et évidemment, avant d'intuber le malade, vous aurez aussi une meilleure PaO2 si le patient bénéficie d'une pipe. Même chose, même remarque pour la pipe, c'est son intérêt tout à fait évident, non pas en PO2 et en temps d'apnée hypoxique, mais en temps de atélectasie. Au baseline, vous voyez effectivement que dans le groupe contrôle et dans le groupe PIP, il n'y a pas encore d'atélectasie formée chez le patient obèse, ou très peu. Vous voyez qu'après l'intubation, sans PIP, la formation des atélectasies est importante, puisqu'elles peuvent quasiment atteindre 10 à 12% du volume pulmonaire total, et vous voyez l'effet préventif et protecteur de la PIP. Que l'on revoit ici, avant induction, après intubation, également là, donc dans la diapositive du haut, le malade n'a pas de pipe, dans la diapositive du bas, le malade a une pipe, donc en pré-intubation et juste en post-extubation. Vous voyez l'effet préventif de nouveau de la pipe sur la formation des atélectasies. Je ne vais pas parler trop longtemps des difficultés d'intubation et surtout qu'utiliser comme matériel en cas de difficulté d'intubation. Je pense que c'est un autre débat qui ne fait d'ailleurs absolument pas l'unanimité, mais simplement se rappeler que dans nos valises, on doit toujours avoir un matériel qui nous permet de faire face à une intubation difficile si le cas se présente. Dans le cadre du CRAMU, en fait, le matériel de sauvetage, d'intubation difficile, c'est ce fameux Fast Track qui a été très très peu utilisé depuis qu'on l'a mis dans les véhicules. Je pense que c'est de l'ordre 2 à 3 fois par an et par véhicule, avec un taux de succès qui est d'ailleurs assez intéressant. Vous voyez ici donc l'introduction du Fast Track. Donc c'est un masque laryngé, d'accord. Vous voyez l'introduction du tube au travers du masque laryngé pour aller au niveau de la trachée. Et enfin, vous avez le retrait du masque laryngé et le tube en place. Ce qu'on peut vous conseiller en urgence, en préhospitalier, c'est de ne pas enlever le masque laryngé parce que vous risquez de déloger le tube. Alors, ça c'est vraiment important. L'obésité n'est pas une bonne raison pour augmenter le volume courant des patients, au contraire. Je vais passer ceci. Le volume courant d'un patient, je crois maintenant que tout le monde le sait, doit être calculé sur le poids idéal ou sur la taille si vous voulez, mais certainement pas sur le poids réel. En pratique de tous les jours, vous aurez assez facile dans la pratique de tous les jours de calculer le poids idéal du malade, puisque c'est la taille moins 100 chez l'homme et moins 110 chez la femme, et de dire, voilà, je dois donner un certain nombre de millilitres par kilo de poids idéal, sachant que la gamme est de l'ordre de 6 à 8 millilitres par kilo. Donc ces deux patients ont en fait le même volume courant. Vous pouvez utiliser des tables, mais je pense que c'est inutile si vous savez estimer la taille du malade, vous savez estimer son poids idéal, et vous savez faire le calcul simple de 6 à 8 millilitres kilo. La pipe, qui a été plutôt l'exception, devient plutôt la règle. La FiO2, réflexion large, doit être inférieure à 80% aussitôt que possible. Et enfin, la fréquence respiratoire. Maintenant, nous avons de plus en plus de respirateurs qui sont dotés d'un écran. Et donc, regardez vos courbes de débitant pour adapter votre fréquence respiratoire et de la mettre en fait, voilà, j'arrive, et d'adapter la fréquence respiratoire au temps nécessaire à l'extubation. Vous voyez ici, le patient à l'expiration, le patient ici expire. Vous pouvez évidemment augmenter la fréquence respiratoire sans problème. Et enfin, quand le patient arrivera dans la salle d'urgence, envisagez une manœuvre de recrutement qui doit se faire plutôt quand le patient est déjà dans le service des urgences, plutôt qu'avant l'admission au service des urgences. Autre message, le mode ventilatoire n'a aucune importance, c'est le respect des paramètres de base qui compte.
La procédure d'extubation, je passe pour arriver à la dia de conclusion, parce que je crois que je suis un petit peu tard. Donc, protéger la CRF, la dénitrogéner au mieux, bien positionner le patient pour faciliter la préoxygénation et l'intubation, préoxygéner en ventilation spontanée avec CPAP si possible. La notion de haut volume courant doit absolument être abandonnée et il faut adapter le volume courant au poids idéal du patient. Il faut maintenir une pipe pendant la ventilation, globalement 5 à 10 cm d'eau, puis plus importante chez les patients les plus obèses. Accorder un temps expiratoire suffisant pour permettre l'expiration du volume courant, donc ne ventilez pas trop vite, trop lentement non plus, puisque vous allez vous exposer à l'hypercapnie. Et enfin, le temps du transfert, il vaut mieux une haute FiO2 et un bas VT que l'inverse, sachant que le temps de transfert n'est jamais très long dans nos régions. Et enfin, arriver au SUS, évaluer l'intérêt d'une manœuvre de recrutement. Donc, le volume pulmonaire ventilable est proportionnel à la taille et inversement proportionnel au poids réel. La pipe est indispensable pour améliorer la CRF. La préoxygénation est indispensable pour dénitrogéner la CRF. Et évidemment, la difficulté d'intuber doit être anticipée, en tout cas dans la mesure du possible. Je vous remercie pour votre attention.